Alors, bonsoir Hello, good evening. à toutes et à tous. Good evening to all of you. Mon nom est Gilles Yabi, je suis I am le Gilles directeur de Yabi, WATI, and I am the director of YT, qui est un think tank citoyen which is a think tank sur l'Afrique de l'Ouest. on about West Africa. C'est un plaisir, un privilège It's a pleasure and a privilege d'être associé to à be ce événement, associated to this event. un colloque international en This is an hommage international forum in homage to au général Lamine General Cissé. Lamine Cissé. Yeah. Je crois que tous les témoignages qu'on a entendus I depuis ce think that matin all the testimonies that we have heard since this morning ont souligné à quel point il concentrait have underlined the fact that he was énormément focusing, de qualité. that he was gathering a lot of qualities, that he had a lot of qualities. Et la dernière fois que nous nous étions And the c'était à last l'occasion time d'une that conférence we saw each other was during a conference sur la jeunesse africaine. on African youth. Et comme à son habitude, il m'avait And pris par la main. usually he held me by the hand. C'est une manière de dire This que le is a général way tenait beaucoup au to passage à la say that the general liked to transmit, to give the baton. transmission des valeurs aux nouvelles He générations. liked to transmit the values to the new generations. Et pour celles et ceux d'entre vous qui avaient suivi And la for conférence those of you inaugurale who tout à l'heure, followed the inaugural conference a while professeur ago, Massayer Diallo, Professor Masaya Diallo il avait également terminé sur les enjeux énormes finished his presentation on what was at stake que constituait la jeunesse. and with regards to the youth. Qui dit jeunesse dit formation. When we talk about youth, we talk about training. Et cet après-midi, nous allons And parler this de la afternoon, formation we des are going acteurs to talk civiques about the training of the stakeholders et des valeurs de leadership and of the d'engagement values of leadership, of engagement qui sont au cœur that are at the heart, ou qui doivent être au cœur des systèmes de formation. or that must be at the heart of training systems. Leadership, compétence et engagement, Leadership, competence, comme and valeurs engagement complémentaires également de celle de l'intégrité. are very much going hand in hand with integrity. Nous avons pris du retard et donc je vais être We modérateur très direct started et a little bit late, so I will go la right parole into the subject and give à nos the invités microphone to our guests que nous remercions, que nous saluons that we chaleureusement pour leur thank and présence that we for their participation ici à Dakar, mais aussi in Dakar, but also in Mali, en ligne, pas au Mali, mais en ligne un peu partout. but sur le from continent. everywhere on the continent, Et également toutes celles et tous ceux qui nous suivent. and also to all those who are following us from around the world. Alors, on va commencer. Donc, je vais peut-être demander I will ask projette les biographies des that we show the biographies of the participants pour gagner du temps. Je ne vais pas les présenter. not to waste time. I'm going to not to introduce them, but simply give them the microphone. Alors, je crois qu'on va commencer par, So we will start with par le docteur Aïcha Pemboura Dr. Aïcha Pembora du groupe Initiative Afrique. of the group Initiative Afrique. Mrs. Dr. Pembora, are you ready? Dr. Pemboura a Dr. cheminé avec le général Lamine Cissé. Pembora worked Travaillé with énormément sur les General questions de Amin défense et Cissé on security forces. Elle enseigne She teaches au Cameroun in Cameroon et justement, and elle est clé dans la formation des acteurs militaires she dans le domaine de la paix. works on the training of military stakeholders. Dr. Aïcha Pemboura. Dr. Aïcha Pembora.
Good evening. Thank you for giving me the microphone. There's a lot of emotion in me right now. And I feel also honored to be here and to participate in this panel in honor of the regret. De tout son parcours de vie, il a travaillé sur la question de paix et de sécurité durant toute sa vie, mais il a également été un partenaire privilégié des civils, que je suis notamment. Donc, à ce propos, j'ai voulu faire une communication sur la coopération civilo-militaire. Pour moi, représente une entrée très importante et qui représente véritablement la matérialisation et le symbole de ce qu'était le général Lamine Cissé dans son dialogue, dans son rapport aux autres et notamment aux civils. Donc, ce qui permettait justement de renforcer, de consolider tous les mécanismes mis en œuvre pour prévenir et restaurer la paix en Afrique. Donc, alors, cette communication sur la coopération civilo-militaire, j'ai voulu qu'elle aille au-delà de l'acceptation institutionnelle la plus étroite du terme, qui fait davantage référence aux actions civilo-militaires, donc notamment dans les zones de conflit, et qui favorise l'acceptation des forces de défense et de sécurité par les populations civiles, et permet également une liaison efficace avec les acteurs locaux et une contribution pertinente. A very important cooperation with the civil society. So I wanted to go beyond this first aspect and to talk about cooperation between the civil society and the military. And to talk about the dialogue between the military, the security aspects, and the society. I'm convinced with regard to General Lamine Cissé, having had the privilege to, unfortunately it was very short, to work with him before his death. And I am convinced that he was the symbol and the materialization of this cooperation between civil society and the military. So the experience that he had, that General Lamine Cissé had, was really invaluable. It allowed me to understand the whole process of reformation of the dynamic of the African environment. The concept of cooperation between the civil society and the military is very important for me with regards to my work as a professor of international relations, and I also teach in Cameroon in military schools and in military schools for peace. So all this experience, the daily experience, and is very important for me with regards to security systems. So our contribution to the preparation of the security forces and for the peace officers, we propose to revisit that collaboration. We want this contribution to empower people, and we will also, with regards to the contribution to the institutions and to the capacity in Africa,
we want to say that the restructuration implies also a training at all levels. With regards to training, we want to develop new competences linked to the multilateral or multinational operations in contexts that imply more and more the participations of civilians. We also work with the African centers. We can talk about the École du Maintien de la Paix in Mali. In Rwanda, there is also another training center. There is an international training center also in Cameroon, and the Centre Africain pour la Résolution Constructive des Différends, which is in South Africa. There are also certain programs that are proposed by the West, French programs, American programs. For example, there is Africa Contingency Operations, Global Peace Operation Initiative, which support African initiatives in training and in training of African soldiers. These partners and all these academies are very much concerned by the civil society as well. So they have civilian components that work in collaboration with them, and with the military in Africa. As we know, there are issues that are very serious and that are very much concerning. So 78% of all the peace soldiers of the United Nations are deployed on Africa. So half of the blue 9 pays du continent sont en service actif dans le cadre d'opérations de paix de par le monde. Donc, il y a donc nécessité de renforcer leurs compétences, de développer un ensemble d'attitudes, de compétences et de réactions efficaces face aux crises, mais également de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour cela, il faut donc institutionnaliser ces capacités africaines de préparation et de réaction aux crises. Donc, pour pouvoir atteindre les objectifs de performance, les États africains, avec l'aide des partenaires, entraînent, dotent en ressources et équipent les forces armées africaines pour leur permettre d'acquérir les connaissances, les attitudes et les compétences militaires et non militaires spécifiques qui sont requises non seulement pour atteindre les objectifs de sécurité intérieure, mais également une meilleure participation aux opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde. Donc, il faut préciser que les compétences non militaires font davantage référence ici à la mobilisation d'un ensemble de mécanismes non violents de règlement des conflits sur les théâtres d'opération. Donc, dans un second mouvement, en ce qui concerne le contenu de cette contribution, on va rapidement les décliner. Donc, il faut dire ici que la présence des civils apporte concrètement des compétences nécessaires aux acteurs des forces de défense et de sécurité pour prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur pays. Aujourd'hui, plus que jamais, l'exigence de l'engagement des forces de défense et de sécurité à la protection des civils est au cœur de la transmission des valeurs et des compétences sur le plan international. Ces compétences en matière de mécanismes non violents de gestion des conflits Il semble qu'on ait un petit souci technique. Alors, je ne sais pas exactement si c'est de notre côté, ici à Dakar. Peut-être qu'en attendant, il faudrait qu'on vérifie si c'est ici ou pas pour voir
OK. C'est la connexion donc du côté peut-être du Cameroun et de Dr Pemboura qui est parti. Je propose qu'on continue cette conversation. Elle aura l'occasion, je l'espère, de revenir assez vite. Ce sont les soucis évidemment liés au travail en ligne. Nous savons tous que cela peut arriver compte tenu de l'état de connexion dans nos pays également. Alors, je voudrais peut-être proposer au commandant Harris peut-être de partager sa communication sur le thème qui nous réunit cet après-midi. Donc, ces valeurs associées à la formation des acteurs civils et militaires. Je rappelle que le commandant de marine à la retraite, Leroy Harris, a donc une carrière très riche dans la marine américaine et qu'il dirige maintenant une entreprise de conseil, Hit Methods, et il a tenu à être présent physiquement aujourd'hui à Dakar pour rendre hommage au général Lamine Cissé. Mr. Commander. Allô? Ah, Dr Pemboura, Aïcha, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Désolé, nous avons été coupés. Je suis de retour. D'accord. En fait, nous avons été coupés juste au moment où je m'apprêtais en fait à clôturer. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose donc de clôturer effectivement donc en quelques minutes les points clés que vous souhaiteriez que nous retenions et avant donc de revenir au commandant Harris. Alors, pour terminer, je voulais juste qu'on retienne justement de cette communication qu'il existe donc une collaboration franche et sérieuse entre les partenaires militaires et les acteurs militaires d'une part et civils d'autre part. Alors, les acteurs des forces de défense et de sécurité et les civils d'autre part. Et cela est progressivement institutionnalisé en Afrique et dans le monde à travers un ensemble de mécanismes, non seulement dans le cadre de la réforme des secteurs de sécurité, où il y a des exigences justement en matière de restructuration, de formation, de recyclage des forces de défense et de sécurité, pour les adapter justement, pour les opérationnaliser et pour qu'ils soient performants pour relever les défis actuels qui s'imposent à leurs différents pays et aussi à travers le monde. Mais également aussi sur le plan international à travers les missions de paix auxquelles participent justement les forces de défense et de sécurité des pays africains. Et justement, dans le cadre de la participation à ces déploiements, ils doivent être formés et les partenaires civils, les experts civils participent activement donc à leur préparation et à leur formation. Donc, cela se fait non seulement dans des écoles, des académies dédiées qu'on retrouve en Afrique, j'en ai cité un certain nombre tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres, mais également dans le cadre des missions pré-déploiement, justement, qui sont financées et qui sont soutenues par des partenaires occidentaux et qui appuient ces acteurs, qui appuient dans les pays africains en matière de formation et de préparation des forces avant le déploiement. Donc, le contenu de ces formations porte donc, pour terminer, c'est là où j'en étais tout à l'heure, dans un ensemble de savoir-faire, de compétences, d'attitudes, de connaissances qu'ils doivent pouvoir acquérir en matière de gestion non violente des conflits notamment. L'expertise civile s'appuie davantage sur la diffusion des valeurs non violentes, des mécanismes non violents de conflit, qui portent donc, entre autres, sur un ensemble donc, de compétences en matière de négociation, médiation, communication, appui à la reconstruction politique post-conflit, respect des droits de l'homme, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, etc. Donc voilà donc l'ensemble des valeurs qui sont diffusées aux militaires par des civils et qui confortent et qui consolident donc la relation via le dialogue civil-militaire. Donc voilà brossé rapidement et en souvenir du général Lamine Cissé qui représentait le symbole, à mon sens, et la matérialisation de cette coopération civilo-militaire. Voilà donc ramasser en quelques mots pour me résumer la contribution de l'expertise civile au renforcement des capacités militaires. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Pemboura, pour ces observations. Merci pour la présentation donc, de ces aspects de la formation. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et enseignante chercheur à l'École supérieure de guerre au Cameroun, et donc totalement impliquée dans cette question de la formation des acteurs, notamment militaires, du système de sécurité. Vous avez cheminé longtemps avec le général Lamine Cissé. Merci beaucoup et j'espère qu'on pourra peut-être revenir vers vous tout à l'heure pour quelques questions. Je vais donc demander à nouveau, désolé, commandant, back to you to share some observations on the issue that we are discussing this afternoon about the training of civilian and military actors. Donc, je vais passer la parole au commandant Harris pour partager ses observations. You have the floor. All right, thank you very much. I'd first like to thank Partners West Africa for the invitation. Je voulais remercier Partenaires pour l'Afrique pour cette initiative et pour cet engagement au général Cissé. Alors maintenant, quand on parle de leadership, de gouvernance, alors, excusez-moi, je n'étais pas prêt pour l'interprétation. Voilà, je voulais juste. Alors, quand on parle de gouvernance, on regarde cet aspect de gouvernance comme étant un aspect important. C'est la mission pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes tous ici. Et il y a une mission qu'il faut suivre en ce sens. Et c'est important. Toutes les organisations, quand on parle de sécurité, alors on se rappelle toujours des côtés stratégiques, on se rappelle de la vision que nous devrons donc poursuivre, le côté opérationnel, on parle des ministères, des côtés qui sont... La raison pour laquelle je l'ai expliqué de cette façon est que chaque organisation existe de manière très prononcée. Alors, il faut regarder l'organisation à laquelle nous appartenons et il faut reconnaître les valeurs existantes. C'est une chose fondamentale. Il faut aussi, nous avons la capacité bien sûr, de suivre les choses de près. Il faut être patient et il faut avoir la formation nécessaire pour essayer donc de mener à bien nos objectifs. Il faut aussi des politiques qui sont bien mises en place. Il faut aussi avoir une compréhension une compréhension de nos attentes de l'autre. Alors, quand on parle des engagements, l'engagement est toujours mesuré par le partenariat, par certains aspects fondamentaux. Et cela nous permet aussi de converser à un niveau précis. Alors, en d'autres mots, si vous mettez en place une politique pour être leader et si vous avez une vision claire de ce qui vous attend, alors ceux qui vous attendent doivent avoir donc une crédibilité, doivent connaître exactement comment ces actions vont être traduites, vont être accomplies. Et puis après, il faut avoir des ressources en place, des ressources qui nous permettent d'accomplir donc la mission en place. Alors, quand on a une compréhension des objectifs, qu'est-ce qui arrive en fin de compte? Nous avons commencé donc ce programme, quand nous avons démarré ce programme. Ce programme, alors, a été donc est né pendant la pandémie d'Ebola. Alors le programme a des objectifs. Alors si vous regardez l'origine de ce qui est arrivé, donc vous regardez le leadership du CEDEAO, vous avez donc nous avions une pandémie à l'époque et c'était donc un programme précis qui est né au sein d'une situation spéciale. Il fallait voir donc les formations qu'il fallait faire, les devoirs qu'il fallait accomplir et les missions qu'il fallait accomplir. Et voilà, donc, et traiter avec les pays qui étaient affectés. Je parlais de Libéria, Sierra Leone, donc il fallait aussi traiter et coordonner avec les pays qui étaient aussi affectés par cette épidémie, par ce virus.
Alors, une des choses primordiales que nous avons fait, c'est essayer de voir quels sont les objectifs de la nation. Alors, nous avions commencé par étaler donc, les objectifs et puis nous avons aussi voir les façons par lesquelles il fallait répondre. On a considéré les ressources et comment cela va donc assurer une bonne couverture. Nous avons utilisé le même cadre dans nos conversations auprès du gouvernement, auprès du cabinet ministériel. Et puis, je vous donne le Libéria comme étant un exemple. Nous avons été en mesure d'identifier donc les ministères qui étaient en place et de quelles ressources donc ils disposaient. Alors une des choses, des phases importantes, c'est que nous avons été en mesure de converser aussi avec les nations pour essayer de coordonner. N'importe quel pays, nous procédons de la sorte pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir avancer vers l'avant. Le plus important, c'est qu'il fallait absolument comprendre pourquoi vous êtes dans cet esprit, parce que vous devez comprendre les raisons pour lesquelles vous intervenez à ce niveau. Alors, quand, par exemple, la Croix-Rouge intervient, il faut comprendre pourquoi. Alors, il faut bien sûr leur expliquer le programme, il faudrait bien sûr rester vigilant et leur expliquer les choses. Quelles sont les attentes? Par exemple, à la Croix-Rouge, il faut expliquer les attentes, les objectifs. Alors, chaque corps d'urgence intervient de cette façon. Alors, au sein de l'épidémie, comme j'ai mentionné, d'Ebola, et au sein de la pandémie, nous avons essayé d'intervenir d'une certaine façon. Nous avons donc adressé donc, la situation de la pandémie qui avait frappé le pays par les rencontres auprès des présidents, des ministères. Ce sont les choses que nous avons fait au sein de cette situation. Alors, nous avons essayé aussi d'établir un plan. Nous avons mis en place des structures. Chaque pays a ses spécificités, a ses organisations environnementales, a ses acteurs, et donc, il faut procéder de la même façon. Il faudrait donc traiter avec les nations et coordonner avec les autres pays pour comprendre notre situation. Il faut s'assurer qu'au sein de notre pays, il y a un plan mis en place et que nous avons nos propres ressources. Il y a un engagement qui a été fait. Il existe aussi de leadership et des directions. Il faut avoir des orientations de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est très important. Et c'est primordial. Alors, quand il est temps de le faire, il faut intervenir et le faire. Alors, il faut un travail préparatoire pour essayer de former les gens et de les former donc à entreprendre un travail nécessaire. Donc, sur le travail. Alors, il faut absolument donc lever ou élever le niveau de confiance pour que les gens puissent mener à bien leur mission. Et c'est un aspect très important. Le plus aussi important, c'est l'engagement. Le concept d'engagement, alors il faut avoir des gens en place, de l'équipement, du matériel. Il faut avoir des situations bien cernées. Alors, si nous revenons donc à la pandémie, alors quand nous commençons par exemple avec l'exemple du Libéria, alors Ebola donc, a frappé donc, le pays, on a pu organiser des rencontres auprès du président, des ministères, des officiers de haut niveau. Et donc, à cette étape, nous avons eu toutes les procédures, nous avons eu tous les plans nécessaires pour donc intervenir au sein de cette situation. Alors, quand il s'agit de répondre et d'intervenir au milieu d'une pandémie, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aussi avoir une compréhension de la pandémie. Comment, par exemple, tous les ministères doivent arrêter certaines initiatives. Donc, il y a des choses qui arrivent et on fait certaines évaluations, on intervient.
pour voir donc ce qui arrive et avoir donc il faut avoir l'engagement. Donc le niveau d'engagement de votre gouvernement est très important. Le niveau d'engagement. Après cela, donc ce qu'on fait, c'est on essaie donc on a essayé d'intervenir au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a essayé de voir donc certaines formations mises en place. On a aussi intervenu au niveau du Ghana. Nous avons ramené tous les pays de l'Afrique de l'Ouest dans l'espace de 3 semaines. Nous avons ramené 60 personnes du pays. 60 personnes ont été mobilisées. Et voilà, nous avons aussi donc regardé cet esprit de standardisation. Pour essayer de donner, nous n'avons pas essayé de donner des instructions donc aux pays pour leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais nous avons expliqué les choses, nous avons coordonné et nous nous sommes assurés que les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, dans ce cadre, nous avons permis, donc, nous les avons permis de comprendre comment le soutien va être offert de la part de certains pays. Comment les diplomates vont donc offrir leur soutien nécessaire. Quelles sont les ressources et comment ces ressources vont être utilisées. Et il est très parce que vraiment dans une période très courte, nous avons pu faire beaucoup de choses. Et donc voilà, pour que les pays puissent revenir et puis traiter donc de la situation de la pandémie par eux-mêmes. Il est très important d'être prêt. Quand ils reviennent, et c'est très important pour ces pays d'être prêts, d'être prédisposés. Donc, il faut absolument donc, établir les priorités pour voir quelles sont les défaillances existantes. Alors, quand le soutien, donc le soutien arrive, vous savez ce qui vous attend et comment donc leur assurer des partenariats efficaces. Alors, la leçon tirée, c'est que si vous n'avez pas donc problème, et si vous ne cernez pas donc le problème tel qu'il est, et si Ebola continue de circuler, donc les choses ne vont pas marcher comme il le faut. Alors, surtout quand il s'agit de distribution de médicaments, parce que les gens ne savent pas comment faire les choses. Et il y a certains pays qui se portent volontaires d'aider, il y a d'autres parties qui veulent aider, donc il faut cerner les choses. Donc, tout ce qui est donc support alimentaire, soutien alimentaire et tout reste au niveau des aéroports. Parce que des fois, toutes les aides restent au niveau de l'aéroport parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de coopération. Ça, c'est très important. Alors, quand il s'agit de l'eau potable, quand il s'agit, par exemple, de la livraison de l'eau, quand il s'agit de livraison de l'eau, on doit s'assurer que l'eau arrive aux personnes qui ont besoin de l'eau. Et ça, c'est très important. Et au même moment, nous devons s'assurer que la situation soit bonne. Donc, il y a même des acteurs qui ont quitté le pays parce qu'il n'y avait pas d'attente qui était exprimée clairement. Cela est très important. Essayez de comprendre les attentes avant qu'une catastrophe ou qu'une épidémie ou qu'un virus survienne. Mais le message doit être communiqué à toutes les personnes au sein du pays. Alors maintenant, prenons l'exemple de la situation de la pandémie d'aujourd'hui, le COVID-19. Alors, s'ils n'ont pas un message clair de ce que le danger est, si on n'a pas une définition de ce danger, comment prévenir ce danger? Quelles sont les précautions à prendre pendant la situation de la pandémie? Là où il faut aller et comment le faire?
Quelles sont les ressources dont voilà, le pays aura besoin pendant la situation de la pandémie. La plus importante des choses est la communication. Du président jusqu'à la communauté locale, du top niveau, président jusqu'à la communauté locale. Parce qu'il y a toujours de l'incertitude. Et on ne sait pas quand l'aide arrive, donc ça peut même rajouter aux choses. Même si vous n'avez pas les ressources, si vous ne disposez pas de certaines ressources, disons, la population, des fois, elle est patiente de comprendre que les ressources vont arriver. Donc, ce sont des exemples qui existent, qui sont là. Et nous savons qu'un virus comme le COVID-19 prend quelquefois donc 18 mois pour que le vaccin soit disponible. Donc, chaque pays doit regarder, doit se poser la question suivante. Que puis-je faire? Que peut-on faire pendant cette situation? Quelles sont les mesures à entreprendre pendant cette situation? Et cela revient, nous ramène au thème de la gouvernance, leadership, gouvernance. Il faut bien sûr, voilà, c'est ça, tout cela repose sur les personnes qui gèrent donc cette situation. Le niveau d'engagement. Est-ce que le gouvernement donc a déjà commencé à se procurer des vaccins? Est-ce que voilà il y a des mesures de protection? Est-ce qu'il y a des mesures de prévention qui existent? Alors, est-ce que les prestataires des soins de santé, est-ce qu'ils sont préparés à la pandémie? Il faut les préparer. Il faut préparer ces prestataires de soins de santé pour qu'ils puissent par eux-mêmes donc protéger la population. Tout cela demande une formation, renforcement de la formation, et bien sûr transformation des politiques en procédures, et bien sûr des exercices à mener avant donc que les choses soient rentrées, que les choses prennent place. Et tout cela doit être communiqué à toutes les personnes, surtout la population. Les désastres, les pandémies nous disent et nous rappellent qu'il doit y avoir une coordination entre l'ensemble des ministères. La plupart des filles, donc, bien sûr, ferment leur ministère d'éducation, procèdent à la fermeture des ministères de l'éducation. Mais l'éducation en est un exemple. L'éducation, donc, a l'outil qui peut être utilisé pour bien sûr, pour traiter les patients, pour intervenir, bien sûr, pour les couvre-feux, pour les situations d'isolation, etc. Donc, il faut absolument donc avoir une approche du gouvernement qui soit intégrée. Et chacun doit donc rester préparé, rester vigilant donc à cette situation de pandémie, par regarder donc la nature du message à promouvoir au Sénégal, par exemple. La compétence, est-ce que les gens sont compétents? Est-ce qu'ils sont prédisposés à transmettre le message adéquat? Et je crois qu'on est de retour. On a une petite coupure, mais on est de retour. J'espère que tout le monde continue à nous suivre. Donc, je remerciais le commandant Harris pour avoir partagé avec nous ses observations très pragmatiques qui montrent l'importance du leadership, de la compétence, de l'engagement. Et je crois que le commandant a mis l'accent aussi sur l'anticipation, la préparation, le fait que cela suppose de la formation pour ne pas être surpris par les crises et avoir déjà des procédures en place, notamment lorsqu'on fait face à des crises comme Ebola en Afrique de l'Ouest. Et le commandant a eu cette expérience, c'était l'exemple du Libéria, mais aussi de la crise Covid actuelle qui montre à quel point la coordination au plus haut niveau politique,
mais également la préparation de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion et la réaction aux crises est absolument importante. Et je crois que cet accent mis sur la formation et la préparation et donc l'anticipation nous parle énormément sur le continent. Je vais maintenant passer la parole au colonel Ouedraogo. J'espère que, colonel, vous êtes toujours connecté, que vous nous entendez. Et oui, je suis. Merci d'être là. À nouveau, je ne vais pas être très long sur votre biographie, mais simplement indiquer donc, que vous êtes colonel à la retraite de l'armée burkinabé. Vous avez été ministre de la Sécurité, vous avez été parlementaire également, donc avec une riche expérience à la fois militaire, mais aussi politique dans ses fonctions gouvernementales et représentatives. Et vous êtes associé donc au Centre d'études stratégiques sur l'Afrique, le CESA, qui est un des organisateurs de cet événement, de ce colloque. Vous avez fondé la Fondation donc, pour la sécurité du citoyen au Burkina Faso, ce qui montre à nouveau l'engagement très fort que vous avez sur les questions citoyennes et le lien entre le militaire et le civil. Colonel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Gilles. Merci de m'inviter, de m'associer à ce panel à l'honneur du général Cissé Lamine, qui, en ce qui me concerne, a été un de mes mentors, dont je suis fier aujourd'hui. Alors, mon intervention sera le point de vue d'un expert en défense et sécurité du continent, avec avec un recul pour un peu m'appesantir sur les études stratégiques. Donc, ça veut dire que je vais garder comme main courante les études stratégiques, sans m'appesantir sur les attributs du leadership tels que la compétence, l'engagement, l'ouverture d'esprit, l'intelligence émotionnelle, pour ne citer que quelques attributs qui ont caractérisé notre illustre disparu, je parle donc du général Lamine Cissé. Alors, vous m'avez donné 10 minutes, si je ne me trompe pas, 10 minutes, qui me sont accordées pour aborder un sujet aussi vaste, à savoir donc la formation des acteurs du secteur de la sécurité, des acteurs militaires et civils du secteur de la sécurité. Donc, je vais essayer de rester dans ce délai et articuler mon intervention en 5 parties. Dans un premier temps, je ferai un état des lieux, donc des curricula de formation. Et ensuite, je ferai le lien entre l'évolution et le changement des paradigmes de sécurité et la nécessité de réformer les curricula de formation. Et je parlerai aussi de en quoi consiste la formation des hauts responsables civils et militaires aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Et quels sont les grands défis dont nous faisons face? Et enfin, je terminerai donc par une lueur d'espoir, le partage d'expériences sur quand même des cadres d'échange qui existent, des mécanismes qui existent et aussi des perspectives, en tout cas à mon avis, qui sont assez bonnes pour le continent. Donc, pour le premier point, pour l'état des lieux, je dirais que nous avons quand même un héritage colonial. Nous le savons tous. Tous nos systèmes de sécurité en Afrique sont nés des cendres des armées coloniales et reconstruites après les indépendances. Ils ont hérité de ce fait donc de curricula de formation, parfois qui ne répondaient pas souvent à nos besoins réels. Donc, les cadres étaient formés selon les moules des pays qui nous recevaient et qui nous donnaient les bourses. Les bourses étant, l'offre de formation étant rare, nous prenions ce qui nous tombait sous la main. Et souvent, cela ne répondait pas souvent à nos besoins. Mais au fur et à mesure, après la chute du mur de Berlin, les pays ont compris qu'il fallait avoir des écoles nationales. Ce matin, j'écoutais le discours d'ouverture, l'école de Thiès où le général Lamine a forgé pratiquement le destin de cette école. Et des pays donc ont créé des écoles nationales. Ils ont compris que dans le secteur de la sécurité, quoi qu'on en fasse, il faut des écoles nationales. Et d'écoles nationales, on a évolué vers des écoles nationales à vocation régionale.
Alors, ça, c'était une très bonne initiative, en tout cas pour le continent, et surtout dans l'espace francophone, où cela permettait d'abord de faire face au manque donc, de places et de stages en Europe, et de faire en sorte que les stages deviennent contextualisés donc, et répondent mieux à nos réalités et à nos besoins de formation. Mais je ne pourrais pas terminer cet état des lieux sans parler quand même d'un gros défi, un gros défi que nous avons dans le continent. Et à mon avis, cela reste le manque de vision et de politique de formation. Quand je parle de manque de vision, c'est avoir d'abord une vision holistique de la sécurité. Si vous n'avez pas une vision holistique de la sécurité qui prend en compte les aspects de la sécurité humaine, comme vient de le souligner le commandant Harris sur l'Ebola et puis le Covid-19, alors vous ne pouvez pas avoir des doctrines cohérentes de formation, vous ne pouvez pas avoir donc, vous ne pouvez pas identifier les priorités et dans laquelle donc découlera nos besoins de formation. Donc ça, cela m'amène à parler donc de l'évolution des menaces. Les menaces qu'on avait, on connaît un changement. Et cette évolution des menaces a impacté sur d'abord le concept même de sécurité. Et cet impact sur le concept de sécurité nous oblige en Afrique à reformer nos curricula de formation. C'est une obligation, c'est un passage obligé. Le contexte géostratégique au niveau national, sous-régional et international évolue très rapidement. Et nous avons besoin de nous adapter constamment. Et cette adaptation constante impacte en retour donc sur la formation de nos cadres, de nos hauts cadres, aussi bien civils et militaires. Je prends par exemple les conflits. Les conflits inter-États ont plus ou moins disparu au profit des conflits inter-États plus meurtriers, avec des besoins donc de maintien de la paix, de renforcement de la paix. La guerre est devenue asymétrique par opposition donc à la guerre qui est devenue à la guerre classique que nous autres avons bénéficié comme formation. Nous sommes actuellement, moi, colonel à la retraite, je suis dépassé aujourd'hui. Si on m'amène encore sur un terrain de bataille, parce que je n'ai connu que la guerre classique, donc par rapport à la guerre asymétrique et transnationale. La prévalence des menaces non militaires aujourd'hui fait que nous sommes obligés donc de faire un changement de paradigme dans nos curricula de formation. Avant, c'était une balle au bout du canon, mais aujourd'hui, sans tirer une balle, on peut détruire ou faire disparaître toute une nation. Donc, tout cela impacte sur donc, les curricula de formation. Et ça nous amène donc à avoir la centralité de la sécurité humaine donc, dans la sphère, donc, dans le secteur donc, de la sécurité. Et je ne reviendrai pas donc sur le Covid qui a été bien expliqué par le prédécesseur, qui fait qu'aujourd'hui, le Covid devient un exemple vraiment illustratif d'une menace d'un État sans avoir fait un conflit, ou tout un État peut disparaître sans avoir fait un conflit. Donc, cela nous amène à revoir un peu la formation de nos responsables civils et militaires. Donc, cela m'amène à mon troisième point. Pour la formation des hauts responsables civils et militaires, moi, je pense plutôt qu'ici, nous devons éviter même la notion de secteur de sécurité qui est un peu restrictif et aller vers la sécurité nationale. C'est la sécurité nationale qui entend donc prendre en compte les menaces aussi bien militaires que civiles. Et comme je l'ai dit tantôt, les menaces aujourd'hui civiles aujourd'hui sont prédominantes par rapport donc aux menaces militaires. Donc, en d'autres termes, la notion de secteur de la sécurité devient de plus en plus restrictive. Je préfère qu'on parle encore donc, de plus en plus de sécurité nationale. Et la formation des hauts responsables et des civils et militaires doivent se faire dans un moule qui pourrait nous permettre donc d'atteindre ces objectifs. Au niveau opératif, il faudrait donc que nos curricula de formation, je parle bien sûr pour les civils et les militaires, puissent prendre en compte les défis sécuritaires contemporains que j'ai nommés tantôt, et de pouvoir faire en sorte que nos cadres civils et militaires puissent ensemble participer ou diriger des opérations militaires complexes, intégrant bien sûr les composantes militaires et civiles, et de participer à des opérations civiles et militaires, notamment les missions donc onusiennes, comme l'a dit Madame la docteure, où pratiquement la moitié donc, des contingents militaires sont devenus africains. Au niveau stratégique, je pense que nous devons repenser nos curricula de formation pour les hauts responsables et faire en sorte qu'on
on puisse avoir des cadres très compétents qui ont la capacité à impliquer et à appliquer les techniques donc, de pensée critique. Comme l'a dit le commandant tout de suite, des capacités de pouvoir anticiper, des capacités de rentrer dans un moule de processus de prise de décision, dans un environnement de sécurité politique et stratégique et très complexe, où souvent la menace est souvent non militaire. Donc, il faut avoir un moule. Pourquoi il faut avoir un moule? C'est à travers ce moule que nous allons pouvoir transmettre les valeurs. Certains attributs du leadership, tels que l'engagement, la volonté d'amélioration continue des compétences, cela donc ne peut être conçu que dans un moule. Et ce moule-là ne peut être conçu que si nous avons une vision. En cela, donc, je voudrais donc louer l'initiative de certains pays. Il y a des pays qui ont compris l'importance et qui ont eu le courage, ont pris leur courage à 2 mains pour créer des écoles de guerre. Les écoles de guerre, moi je dirais, ce n'est pas des écoles de guerre, c'est des écoles de paix. C'est là où on construit la paix. C'est là où, effectivement, on crée ce moule et qui ont créé des centres d'études stratégiques et qui ont fait la promotion des think tanks. Là, c'est extrêmement important. Ce sont ces moules-là qui font faire sortir les cadres, les hauts cadres civils et militaires, qui seront ensemble donc, et qui pourront donc, en ce moment, être utiles pour servir non seulement le secteur de la sécurité, mais servir aussi, surtout, la sécurité nationale. Alors, mais il y a des défis. Il y a des défis, donc, par rapport donc, à ce que je viens de dire. D'abord, le manque de politique, j'ai dit. Nous n'avons pas de politique claire et cohérente sur la sécurité. Donc, ce manque de vision et de politique constitue pour moi le principal obstacle. Et dans ces obstacles, il y a bien sûr le problème de profil de carrière. Parce que quand vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas définir une carrière pour quelqu'un, et ainsi de suite. Le problème de formation continue aussi vient se poser. Si vous n'avez pas une vision, si vous ne savez pas où vous allez, vous n'allez pas savoir comment faire en sorte que quelqu'un puisse avoir une formation continue. Et il va sans dire donc que cela se ressent donc dans le manque de soutien logistique, manque de soutien financier, et qui ramène souvent les formations au rabais. Mais il y a une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir parce que dans l'espace, en tout cas de la CEDEAO, et je peux citer ce que je connais, on assiste à une éclosion des écoles de guerre et des centres d'études stratégiques. On assiste ces derniers temps, donc à la CEDEAO comme en Afrique, à une éclosion donc d'écoles de guerre et de centres d'études stratégiques. Et la vocation première de ces écoles de guerre et de ces études stratégiques, c'est de former des hauts cadres militaires et civils dans les hautes fonctions de l'État, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc, c'est dans ce moment que, dans ce moule-là, que le curriculum de formation mettra l'accent particulier sur le leadership, l'exercice aux hautes responsabilités, reposant donc sur une large compréhension du contexte géostratégique et géopolitique. Je voudrais donc citer quelques exemples. Il y a l'école de guerre du Nigeria, avec son centre d'études stratégiques, et qui ont formé un bon nombre de cadres civils et militaires africains. Je sais que tous les officiers dans tout le continent ont fait des formations là-bas, y compris ma modeste personne. Il y a aussi les centres nationaux d'études stratégiques. Aujourd'hui, je me réjouis de voir beaucoup de pays d'Afrique qui ont compris qu'il faut absolument avoir des centres nationaux d'études stratégiques. J'en prends pour exemple le CHES. Parce qu'ici, il faut être en mesure de développer des capacités nationales autonomes d'analyse. Il faut que nous puissions, d'une manière autonome, faire nos analyses et avoir une capacité d'anticipation stratégique, de prévention et de gestion des crises et surtout des conflits internes et externes. Et comme l'a si bien dit le commandant qui vient de parler avant moi. Et je ne voudrais pas donc passer sous silence le centre d'études stratégiques de l'Afrique, qui est quand même un peu pionnier dans ce domaine, parce qu'il a quand même contribué. Et c'est vrai que je suis professeur dans ce centre, mais ce centre a formé 7000 Africains. 7000 Africains ont été formés dans ce centre. Et dans le domaine de renforcement des capacités stratégiques des pays africains, à identifier et relever les défis en matière de sécurité. Il a aussi formé les Africains dans la coopération civilo-militaire, le respect des valeurs démocratiques et la protection des droits de l'homme. Et je vous dis ici, en passant, la première fois que j'ai rencontré le général Lamine Cissé, c'était à Washington en 2008, quand il est venu donner une conférence sur le leadership. Et donc, je pense que ce cadre a été un cadre propice pour le général Lamine Cissé pour former beaucoup de cadres africains dans le domaine de leadership.
je ne peux pas terminer cette présentation sans parler aussi de la bonne initiative de la CEDEAO, les centres d'excellence. Il y en a encore peut-être ailleurs en Afrique, mais quand même la CEDEAO est un peu plus en avance. Vous prenez le cas donc de centres d'excellence. Nous avons l'école de guerre du Nigeria qui s'appelle la NDC National Defense College, qui a pour vocation donc de former les hauts cadres civils et militaires au niveau stratégique pour l'Afrique et pour la CEDEAO. C'est une très bonne chose, une très bonne initiative. C'est une lueur d'espoir. Le Kofi Annan International Peacekeeping Training Center, qui est basé au Ghana et qui forme effectivement les cadres civils et militaires au niveau opératif. Et enfin, l'école Bondine Bay au Mali, qui, en tout cas, la mission principale est de contribuer au renforcement des capacités des États africains en matière de soutien à la paix, avec pour priorité la force en attente de la CEDEAO. Ça, c'est une lueur d'espoir. Et je remercie aussi les États qui contribuent à l'éclosion des think tanks, parce que l'importance des think tanks en tant que source de données et d'analyse contextuelle participe à la formation des cadres civils et militaires. Et à travers les débats d'idées, ils contribuent à l'éducation du public dont les cadres font partie. Donc, je profite de cette tribune pour adresser mes félicitations à Gilles Ewati, que je lis très régulièrement et que je suis, et pour le travail énorme qu'ils abattent, malgré la modicité des moyens dont ils disposent. Donc, en conclusion, je dirais que les acteurs civils et militaires, qui est le thème donc de ma présentation, du secteur de la sécurité, ou si vous voulez de la sécurité nationale, doivent être formés dans un même moule. Et ce n'est que cela. Et ce moule, le curriculum de formation dans ce moule doivent découler d'une vision claire et cohérente de la sécurité. Et de cette vision claire et cohérente de la sécurité découlera une politique de formation en adéquation avec nos besoins et avec nos réalités. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel. C'est nous qui vous remercions pour cette présentation. Vous avez souligné notamment un manque de vision, ce qui n'est pas forcément très rassurant pour nos politiques de formation, mais vous avez aussi ébauché et montré qu'il y avait des lueurs d'espoir, et notamment l'éclosion de centres de formation au-delà des centres d'excellence de la CEDEAO qui existent déjà depuis longtemps. Et vous remercie aussi d'avoir souligné l'articulation entre les centres de recherche et les think tanks qui promeuvent le débat d'idées. Merci beaucoup. Alors, à nouveau, nous n'avons pas beaucoup de temps, on a commencé en retard, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à la prochaine intervenante et j'ai le plaisir donc d'introduire Madame Aminata Ndiaye, qui est conseillère régionale genre au secrétariat permanent du G5 Sahel. Madame Diagne est docteur en sociologie et donc je m'attends aussi à ce qu'on ait un apport, un regard, disons, sur ces questions de formation, un regard de sociologue sur cette question. Pardon. Et vous travaillez notamment à l'intégration de la dimension genre dans toutes les politiques de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au sein du G5. Et je pense aussi que, compte tenu de ce que nous savons de la situation dans le Sahel en ce moment, cette question de la formation des acteurs civils et militaires, elle est non seulement immédiatement importante, mais elle est également de manière fondamentale pour l'avenir de l'ensemble de la région. Madame Diagne, je pense que vous avez une présentation. Oui. Est-ce qu'on peut… Merci Gilles. Alors, je suis docteur Aminata Ndiaye, je suis la conseillère régionale genre pour le G5 Sahel. Je suis basée à Nouakchott, au secrétariat exécutif, couvrant les 5 pays. Donc, vous avez une manette ou bien je peux l'avoir? Okay. OK. Je voudrais d'abord remercier Partner West Africa de m'avoir associé à cet événement d'une grande importance pour honorer la mémoire du général Cissé. Aujourd'hui, ma communication porte sur la lutte contre l'extrémisme violent et le leadership, l'exemple des écoles régionales de formation du G5 Sahel. Donc, ça fait suite un peu avec mon prédécesseur. Donc, tout d'abord, je vais faire une brève présentation du G5 Sahel.
présenter un petit peu rapidement, très rapidement, le contexte du Sahel, le contexte dans lequel nous travaillons, et évoquer un peu la question du leadership et la lutte contre l'extrémisme violent, et en venir à la présentation des 3 écoles de formation du G5 Sahel, que sont le Collège de défense du G5 Sahel, le Collège sahélien de sécurité et l'Académie régionale de police, pour en venir à la question de la diversité, régionalité et inclusivité. Et vous imaginez bien que je vais parler un petit peu du genre dans cette communication. Alors, le G5 Sahel est une organisation régionale interétatique créée en 2014 et regroupant le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Sa mission, c'est la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le G5 Sahel est d'abord une organisation de développement et de sécurité. Donc, nous travaillons sur ce nexus développement et sécurité. Donc, notre travail comprend en même temps du travail sur le développement de la région, mais aussi comprend une composante défense et sécurité. Pour ça, nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité des pays, mais comptons aussi sur la force conjointe du G5 Sahel. Le contexte du Sahel, il y a un grand défi sécuritaire avec un phénomène multiforme, avec plusieurs composantes, les conflits armés, activités terroristes, trafic et criminalité organisée. Cet ennemi s'attaque non seulement à la population, mais aussi aux symboles des États, bravant ainsi l'autorité de l'État dans certaines contrées. Au niveau socio-économique et environnemental, nous avons un taux élevé de pauvreté, un rythme rapide de croissance démographique, un changement climatique et la dégradation des terres. Donc, ces contraintes et déficiences structurelles préexistantes non seulement affectent les populations, mais en même temps réduisent les capacités des communautés et des systèmes politiques à affronter les perturbations induites par les conflits. Donc, nous faisons face à un contexte particulier avec une présence d'acteurs très diversifiés. Donc, il y a une nécessité d'une stratégie particulière pour allier développement et sécurité, mais aussi faire le lien nécessaire entre non seulement compétences, engagement, mais aussi leadership. C'est pour ça que la mise en place des écoles régionales de formation du G5 Sahel a été là pour préparer ces officiers de haut niveau à faire face à cette complexité. Alors, nous avons les 3 écoles de formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout d'abord, le Collège de défense du G5 Sahel. C'est une école de guerre qui a été créée en 2018 et basée à Nouakchott, en Mauritanie. Son objectif, c'est de former des chefs militaires capables d'exercer des responsabilités de haut niveau avec une perspective sur le monde et sur les enjeux sécuritaires dans le Sahel. La formation permet aux officiers de développer des méthodes de planification, d'appréhender les conditions et le contexte du terrain sahélien. La formation permet aussi d'approfondir la connaissance des autres armées du Sahel, permettant de renforcer l'interopérabilité des armées du G5 Sahel, d'affiner la capacité à être force de proposition auprès des autorités politiques, d'intégrer un réseau d'officiers des pays du G5 Sahel. Maintenant, pour le Collège sahélien de sécurité, il a été créé en février 2014. Il est basé à Bamako, au Mali. Sa mission, c'est de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, offrir un cadre stratégique pour améliorer la vie des populations, allier le développement et la sécurité, soutenir la démocratie et la bonne gouvernance et promouvoir un développement régional inclusif et durable. Le Collège sahélien de sécurité permet de constituer un réseau des acteurs de la sécurité de la chaîne pénale et de la société civile, que ce soit des agents des forces de l'ordre, les magistrats auxiliaires de justice, membres de la société civile, et d'assurer une part de la formation continue des cadres des forces de sécurité intérieure et de la justice. C'est quoi la valeur ajoutée donc du Collège sahélien de sécurité? C'est le couplage sécurité et développement indispensable dans l'espace sahélien. Il complète les autres organisations régionales sans empiéter sur leur champ d'expertise. L'Académie régionale de police, c'est assez particulier parce que l'Académie est en cours de création en ce moment. Il n'existe pas encore
mais les statuts et les curriculums ont été finalisés en décembre 2020. Il va accueillir des officiers supérieurs des 5 pays sahéliens. Il est basé à Koundoul, au Tchad. Il permet de former les futurs leaders sahéliens dans le domaine de l'application des lois et de la sécurité, de les outiller de compétences managériales et techniques avancées pour répondre aux défis sécuritaires. La formation met l'emphase sur le respect des droits humains, du droit international humanitaire, des droits des réfugiés et de l'approche genre. La formation donc vise à développer des relations de confiance, facilitant la coopération ainsi que l'échange de bonnes pratiques. L'académie est aussi un lieu d'échange et de réflexion sur les stratégies sécuritaires du Sahel. Donc, avec tout ce qu'on vient de voir avec ces 3 entités, vous constatez que le G5 Sahel a le besoin de créer un creuset multinational, de renforcer l'interopérabilité des armées du G5 Sahel avec les échanges de bonnes pratiques et permet aux officiers de haut niveau de faire face à la diversité des acteurs nationaux et régionaux, que ce soit les États, les communautés, la société civile. Mais qui dit leadership dit aussi inclusivité et prise en compte de la contribution de tous les acteurs, quels qu'ils soient. Ceci m'amène à parler du programme que le G5 Sahel met en place, qui est le programme d'intégration des femmes en uniforme dans les forces de défense et de sécurité du G5 Sahel. Vous savez que le taux de présence dans les forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel au niveau des femmes est faible, mais si on prend la force conjointe du G5 Sahel qui compte 5000 hommes, le taux est encore beaucoup plus bas. Il est à 0,03% et les seules femmes présentes dans la force conjointe, c'est des Burkinabés. Et pourtant, il a été prouvé que la présence des femmes dans les forces de défense et de sécurité avait une dimension d'efficacité stratégique. Ça donnait la possibilité de toucher une grande partie de la population, facilite le contact de compréhension et de confiance avec la population, la prise en compte des besoins et sensibilités des personnes vulnérables, le respect des us et coutumes et le respect des droits humains. Donc, pourtant, il y a encore des obstacles à cette intégration-là. Et nous avons mis en place, depuis septembre 2019, un programme, un plan d'action qui est soutenu au plus haut niveau de la décision des forces de défense et de sécurité du G5 Sahel pour intégrer plus de femmes dans les forces de défense et de sécurité. Donc, nous sommes en train de mettre en place ce plan d'action que le G5 Sahel soutient. Donc, nous avons eu quelques résultats depuis. Je vous ai parlé du collège de défense donc, du G5 Sahel qui est en Mauritanie, qui est une école de guerre, donc, qui en est à sa 3e promotion cette année. Et cette promotion a accueilli pour la première fois une femme. Il s'agit de la colonel-major Nana Sangaré du Mali, que vous voyez ici. Et nous avons documenté ça sous forme de vidéo que je pourrais partager avec vous. Pour ce qui concerne l'Académie régionale de police, donc, dans ma position de personne responsable du genre au G5 Sahel, donc à Koundoul, en décembre dernier, donc c'était la naissance de l'école avec les statuts et les modules. Donc, on a pu travailler. Ce qui est bien, c'est que l'école commence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe et puis on veut intégrer. Maintenant, on était au début de tout. On a eu la chance de pouvoir influencer un peu les textes et on a pu, par exemple, avoir que les textes ne soient pas complètement masculinisés, que le conseil d'administration tienne compte de la diversité des genres, que les listes de candidats présélectionnés par les États comportent au moins 30% de candidatures féminines. Et on est en train de travailler sur des modules genre pour la formation des officiers de haut niveau qu'on pourra même partager avec les autres écoles après. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que dans ma position de conseillère genre, donc ça me touche, mais c'était pour montrer que le G5 Sahel est à l'avant-garde du leadership et de l'inclusivité pour la formation de ces officiers de haut niveau. Je vais m'arrêter là, mais avant de terminer, je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur quelque chose que le professeur Diallo a dit tout à l'heure. Il a commencé sa communication avec ça, il a terminé aussi avec ça. Il a dit quelque chose d'extrêmement profond
qui est que la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, c'est de perpétuer ses valeurs, c'est de mettre en pratique ses valeurs. Donc, moi, je voudrais partager avec vous, parce que ça m'a vraiment beaucoup touché, que ce que je prends, moi, de cette conférence et de tout ce processus-là, c'est qu'en connaissant mieux la vie du général, ce que je choisis, moi, parce que j'aime bien être concret, parce que la meilleure façon de mettre en œuvre, c'est d'être concret, de savoir exactement quoi et d'en prendre au moins un. Moi, ça a été comme une vie de service. Donc, ce que je prends, moi, personnellement, Aminata, de la vie du général Cissé, c'est de contribuer en termes de service, d'être au service. Donc, ça, je le prends et je vais le mettre en œuvre dès aujourd'hui. Donc, il faut être spécifique. Hein? Donc, j'espère que vous aussi, vous allez prendre quelque chose de cette journée, de cet événement-là. Vous pouvez en prendre juste un et voir comment vous allez mettre ça en œuvre dans votre vie. Et c'est comme ça que les valeurs du général Cissé vont être éternelles et ça va faire boule de neige, effet boule de neige. Donc, je vous exhorte à faire cette réflexion personnelle et à l'honorer de cette façon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diaye, et merci d'avoir terminé sur cette invitation très concrète à se servir de ce colloque et de tous ces témoignages pour en tirer quelque chose personnellement et en tirer notamment cette nécessité de perpétuer les valeurs de vie au service de la nation, de la région, du continent et du monde, tel qu'on l'a vu aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi l'occasion de saluer la conférence inaugurale qui a mis l'accent sur l'éthique et l'importance fondamentale de l'éthique aujourd'hui dans une région dont les défis sont considérables et où nous voyons, compris dans le Sahel, beaucoup de violations de droits humains, beaucoup de choses graves, y compris des violations qu'on ne connaissait pas dans la région historiquement. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation qui a permis aussi à toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas bien le G5 Sahel de voir un peu tout ce qui se met en place, y compris cette école aussi régionale qui, je crois, permet d'avoir un pied sécurité et police différent aussi de la force conjointe militaire. Merci beaucoup pour la richesse de cette présentation. Et on va terminer par un regard d'historien, un regard aussi de quelqu'un qui nous accueille, et c'est pour ça que j'ai choisi de terminer par vous, professeur professeur Ba, pardon, mais professeur Ba est forcément un cousin de Diallo. Professeur Thierno Mouktar Ba, professeur d'histoire, docteur en lettres, docteur en histoire, et membre du conseil d'administration de Partners West Africa. Et donc, c'est en cela que j'estime que c'est vous aussi qui nous accueillez aujourd'hui lors de ce colloque. Vous avez enseigné longtemps à l'Université de Yaoundé et vous avez aussi, évidemment, un pied ici au Sénégal et de manière plus générale, un regard d'historien sur le continent. Merci d'être là, merci de votre participation et merci de partager donc avec nous vos réflexions sur cette question de la formation des acteurs civils et militaires et de ces valeurs qui doivent, disons, être au cœur de ces systèmes de formation. Merci beaucoup, Gilles Yabi, pour vos propos aimables. Vous me permettrez avant tout de manifester ma vive satisfaction de participer à ces journées d'hommage au très regretté général Lamine Cissé. J'ai eu le privilège, une décennie durant, sous son leadership, de contribuer à la fondation et à la consolidation de Partners Sénégal, devenu par maturation Partners West Africa Sénégal. Ce fut l'œuvre phare, l'œuvre de référence de sa vie qu'il nous a léguée. Mon compagnonnage avec le général Lamine Cissé aura été d'une grande fécondité, car porté par une longue amitié à toute épreuve. Ma contribution dans ce panel est globale, mais comme vous le dites, je vais la centrer, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais la centrer sur l'histoire. Les acteurs civils et militaires de la sécurité ont besoin de formation et d'éducation.
Et dans leur formation et leur éducation, ils ont besoin d'une culture générale. Le professeur Massaer Diallo l'a montré avec brio, une culture philosophique très importante pour permettre de cerner les problématiques émergentes et anciennes de l'Afrique. Au nombre des sciences sociales, moi, je mettrai l'accent sur l'histoire, discipline de prédilection des militaires. L'information et la réflexion historique représentent en effet un puissant facteur de prise de conscience des contextes politiques, sociaux et économiques. Surtout dans ces temps de troubles et d'incertitudes que nous vivons, quand on est à la recherche de solutions pour relever les défis qui se posent, la sagesse africaine ou générale invite à tourner le regard vers le passé. Là, on peut trouver des paradigmes qui, dans le cadre d'une réflexion historiographique rigoureuse et féconde, permet une prise de décision qui ne comporte pas trop de risques. L'histoire en général, l'histoire à travers la biographie, l'autobiographie et d'études diverses de personnalités de fous, civils et militaires, procurent des paradigmes pour la formation et l'éducation. L'histoire de l'humanité a montré l'existence de grands hommes qui ont créé des nations, qui ont marqué la conscience de leur peuple, qui ont conduit des batailles extraordinaires pour la liberté, la démocratie. Je ne les citerai pas ici, ils sont connus, on n'a pas de temps. Mais je dirais cependant que l'Afrique aussi regorge de personnalités de proue qui doivent servir de modèle. Ils sont nombreux. Un homme comme Soundiata Keita, Chaka, El Hadj Omar, Samori, Lat Dior, Béhanzin, qui sont des conquérants, des bâtisseurs de royaumes, d'empires, des résistants à la conquête coloniale, mais aussi de grands juristes. Ne l'oublions pas quand on parle des droits de l'homme. C'étaient des hommes qui avaient une vision juste des questions de leur peuple. Ces leaders ont marqué de manière décisive les processus politiques et militaires de leur époque. Il est donc impératif que les acteurs d'aujourd'hui en fassent des modèles pour ce qui est de leurs accomplissements positifs, je dis bien positifs, parce que le professeur Massaer Diallo a taquiné l'histoire en disant qu'il faut toujours faire la part des choses. Il y a dans l'histoire, dans la dimension humaine des acteurs de l'histoire, du bon et du mauvais. De toutes les façons, on conviendra que l'histoire occupe un rôle central dans l'éducation des élites civiles et militaires, non pas seulement d'un point de vue théorique et académique, mais de manière fonctionnelle pour trouver des solutions à une multiplicité de défis. Elle aide à comprendre la racine des problèmes du présent de manière concrète par des exemples qu'elle révèle. À tous égards, l'histoire sert de référence et de guide et apparaît comme un aiguillon qui exerce sur la conscience individuelle et collective un puissant élan. Il y a de ce fait dans l'histoire des fondamentaux essentiels aptes à rehausser le plateau pédagogique des écoles et centres dédiés à la formation des acteurs civils et militaires. En l'occurrence, la mise en place en Afrique de pôles d'excellence de l'enseignement militaire supérieur, vous venez de nous en parler, madame, et nous vous en remercions, devrait renforcer la place de cette discipline dans les modules d'enseignement et de recherche. La problématique qui se pose en effet est celle de la reconceptualisation nécessaire en matière de formation des élites civiles et militaires du système de la sécurité. Je me référerai à la théorisation de l'un de mes aînés, que j'aime beaucoup, le professeur Joseph Kizerbo, paix à son âme, qui a théorisé le concept suivant: tisser sa propre natte
pour ne pas indéfiniment se coucher sur celle d'autrui. C'est donc dire que la reconceptualisation doit s'inspirer de l'histoire africaine et de ses valeurs culturelles. Le défi étant la promotion d'un leadership civil et militaire capable de s'adapter aux nouvelles situations pour exercer ses compétences et son talent dans les règles de l'art. À cet égard, donc, je disais que l'histoire africaine recèle d'illustres personnalités dont les accomplissements divers peuvent servir de paradigme au double plan théorique et opérationnel. L'histoire militaire de l'Afrique singulièrement est riche d'enseignements à travers des héros qui ont incarné les vertus de la responsabilité, de l'engagement et du courage. Je mets l'accent sur le courage dans ma communication. En plus de l'éthique du professionnalisme et de l'engagement, j'ai estimé que le courage est une valeur fondamentale dans toute épreuve, que ce soit pour les civils, mais surtout pour les militaires. À cet égard, j'ai mis en exergue Lat Dior, Bour en Wolof, roi du Jolof, le Jolof, un royaume ancien du Sénégal. Homme d'excellence pour son sens du devoir, de l'honneur et du sacrifice, constitue un modèle à proposer pour la formation d'une élite soucieuse de fortifier les idéaux de la nation, de la patrie. Le Sénégal l'a compris en faisant un héros national et en donnant au camp, l'un des plus grands camps militaires de Dakar, camp éponyme, le camp Lat Dior. L'histoire contemporaine de l'Afrique a été marquée par des personnalités d'envergure qui, dans leur gouvernance, ont été confrontées de manière diversifiée à l'institution militaire. Nkrumah, Senghor et Nyerere. Je m'attarderai sur ces trois personnalités. Leur expérience est riche d'enseignements concernant les questions de leadership et de reconceptualisation du système de défense et sécurité. C'est pour ça que je m'appesantis sur Nkrumah Kwame, théoricienne de l'unité africaine et de la création d'une armée continentale, avait bien conscience de l'épée de Damoclès que constituaient les armées héritières de la colonisation dont parlait mon ami Ouedraogo. Je le salue en passant. Faute d'avoir eu le temps et les moyens d'une refondation des forces de défense et de sécurité du Ghana, il fut renversé par un coup d'État militaire qui plongea ce pays dans une cascade de coups d'État des décennies durant avant que Jerry Rawlings, un militaire, ne revienne et ne balaye l'écurie d'Ochias. Senghor, éminent intellectuel, doué de capacités d'analyse et d'anticipation, a, de façon précoce, compris la nécessité de tisser des relations civilo-militaires fécondes. Dans de nombreux domaines de formation, étudiants civils et militaires se côtoient. La faculté de médecine de Dakar en est un exemple éloquent. J'en suis témoin parce que j'étais là à l'université de Dakar en 1963 et nous voyions des camarades, des amis militaires et le contact s'est créé à cette époque. La stratégie fut payante et permit une déflation des tensions entre les élites politiques et militaires. Il en résulta le concept de non-coup d'État au Sénégal, qui fit du Sénégal une exception et un modèle dans un environnement géopolitique troublé. Nyerere est sans doute l'un des leaders les plus admirés de sa génération. Fier de son titre de pédagogue, c'est notre collègue. Il était fier de son titre de Mwalimu, c'est-à-dire un Kiswahili, instituteur, professeur, pédagogue. Il était pétri du principe de conscience historique. Il a développé le concept de leadership serviteur, non pas prédateur, mais serviteur, qui prône l'honnêteté, la responsabilité et la bonne gouvernance. C'est ce leadership éthique qui a garanti la stabilité et la paix civile en Tanzanie.
Tout comme Senghor, Nyerere a procédé au décloisonnement entre les élites civiles et militaires qui ensemble étaient formés dans la même académie Kikukuni, où les valeurs de l'Ujama, c'est le concept qu'il a bâti et qui était fondé sur l'adhésion aux valeurs traditionnelles et la responsabilisation des communautés. Parce que comme me disait il y a quelque temps une éminente chercheuse du Mali, on n'oublie jamais, on oublie toujours que la marmite bout à partir du bas. À partir du bas. Les communautés, c'est là que se pose le problème. Et toutes ces élites, de manière en synergie, étaient éduquées. Voici donc 3 personnalités africaines de proue dont la trajectoire de vie et les accomplissements politiques, intellectuels ou militaires peuvent servir de référence pour une épistémologie féconde apte à reconceptualiser le secteur de sécurité en Afrique. Ils peuvent servir pareillement de modèle pour les jeunes générations et méritent d'être intégrés dans les curricula destinés à la formation des acteurs civils et militaires de la sécurité. Et c'est le dernier point que je vais aborder. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous en prie. Je vais parler de Lamine Cissé maintenant. C'est incontestablement à la catégorie de leaders africains que je viens de citer, pétri d'expérience, visionnaire et doté d'une éthique à toute épreuve, qu'appartient le feu général Lamine Cissé. Ce qui le singularise de surcroît, c'est cette polyvalence fondée qui a rythmé sa trajectoire de vie, faisant de lui un homme aux multiples casquettes. Militaire pétri de rigueur, il fut, on l'a dit très abondamment ce matin, un diplomate avisé, faisant montre de souplesse, de pondération et privilégiant le dialogue. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne dit pas souvent, on le sait, et ce que je vais mettre en exergue ici, c'est que Lamine Cissé fut aussi un producteur de savoir. L'auteur d'un livre qui a marqué son temps et qui continuera d'être une source féconde d'inspiration, notamment pour les acteurs civils et militaires de la sécurité. Je dois dire, pour avoir côtoyé de très près le général Lamine Cissé, qu'il avait cette particularité d'avoir une conscience historique avérée. Il aimait aussi beaucoup l'histoire. Et chaque fois qu'on se voyait, il me disait, mais Tierno, quel est le livre d'histoire que tu vas me prêter? Ça, c'est dans les conseils d'administration. Et il est entré dans l'histoire. Non pas l'histoire africaine seulement, mais l'histoire universelle, l'histoire de l'humanité. Les témoignages qui sont venus de Washington, du César, de la National University, sont éloquents à cet égard. Il faut, à cet égard, souligner, saluer l'initiative et la générosité de la famille Lamine Cissé, qui nous a gratifiés d'une nouvelle édition parue opportunément de son maître livre traitant de l'alternance et du regard du militaire au cœur de la démocratie. Ma communication que vous aurez l'occasion de lire, c'est un résumé d'une communication peut-être de 20-25 pages, c'est largement inspiré de ce livre, ce maître livre de Lamine Cissé, où il met en exergue des qualités essentielles qui fondent le leadership, où il adopte une posture d'intégrité, de responsabilité et d'honnêteté. Mais j'ajouterais, pour l'avoir côtoyé, une posture d'humilité. Vous voyez cet homme qui nous rassemble ici, c'est autour de lui que nous chantons, nous présentons des communications, on a vu la galerie de ses médailles, mais c'était un homme humble. Et je lui disais, des yeux dans les yeux, ce qui me plaît en toi, c'est que tu as le même comportement vis-à-vis de toi-même, que ce soit un caporal ou un général, c'est sa simplicité.
Donc, Lamine Cissé, c'est cela, c'est ce livre qui est à l'évidence le legs le plus précieux qu'il nous a décerné. Car, comme on le dit, si l'épée soumet le corps, si la charrue nourrit les peuples, c'est le livre qui conquiert les âmes. Et à travers ce livre, Lamine Cissé a atteint une sorte d'immortalité. Car, comme le disait le plus grand savant de l'Égypte ancienne, celui qui a conçu les pyramides, le scribe ne meurt jamais. Et Lamine Cissé a été un scribe, il a produit un livre qui restera. Quand tout sera parti, quand tout sera poussière, ce livre, on le retrouvera dans une bibliothèque à Pékin, à Washington, à Luanda, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ba, pour ce parcours historique que vous avez dressé au travers de différentes personnalités, figures historiques, auxquelles s'ajoute donc le général Lamine Cissé. Et je crois que vous avez terminé par une valeur, une de plus, je dirais, dans la longue liste que nous avons pu découvrir au fil de la journée, au fil des témoignages, la valeur de l'humilité qui vient s'ajouter à celle d'une vie de service telle que Madame Diagne nous voulait tout à l'heure partager, disons, cette invitation avec nous tous. Alors, malheureusement, je pensais qu'on pourrait prendre des commentaires ou des questions des participants, y compris ceux qui sont à distance, mais on doit impérativement finir les panels à 17h15, donc il reste 3 minutes. C'est vrai qu'il y a encore tout de même la conclusion de ce colloque et qu'il faut préparer cette clôture. Et donc, alors je prends quand même le risque juste vraiment de vous demander, c'est à vous de terminer ce panel en 30 secondes. Je vais commencer par vous qui êtes présents dans cette salle. Si vous avez l'opportunité de rencontrer un président d'un pays, le pays auquel vous vous sentez le plus proche, vous avez une recommandation à faire en matière de formation, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Ça, c'est vraiment un peu c'est le côté un peu Wati, toujours la projection sur les recommandations et les pistes d'action. 30 secondes. On commence par vous, professeur. Micro, s'il vous plaît. Former des acteurs civils et militaires qui seront sensibles au concept d'éthique et de responsabilité. C'est ce que j'ai à dire. Éthique et responsabilité. Merci beaucoup. Commandant? Your recommendation, if you have just one word. Alors, votre recommandation, si vous avez quelque chose à dire, juste en quelques mots. Maybe to the US president in terms of cooperating with the continent. Peut-être, si vous deviez rencontrer un président d'un pays, quelle recommandation lui donneriez-vous? Merci. Alors, je pense au mot inclusivité. Je pense parce que il faut absolument inclure et intégrer la population dans chaque prise de décision. Inclusivité. Merci beaucoup. Oui. Madame? Une formation adaptée au contexte et aux besoins. Merci beaucoup. Inclusivité, adaptation au contexte, éthique. Inclusivity. Et je terminerai par donc nos deux panélistes en ligne. 30 secondes. Madame Dr Pemboura. Oui, je dirais rapidement qu'il faudrait que les acteurs civils et militaires puissent intégrer dans leur pratique, après la formation, la prise en compte de la sécurité humaine. Il faut absolument, après avoir appris, après avoir accumulé des connaissances, pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et que cela soit vérifiable dans leurs actions au quotidien. Merci beaucoup. Sécurité humaine et aussi un suivi concret de ce qui a été appris dans la pratique. Merci beaucoup. Je termine par vous, colonel Ouedraogo. 30 secondes si vous avez une recommandation à formuler, par exemple, au président du Burkina Faso. Donc, c'est ce que j'ai dit en conclusion lors de ma communication, c'est qu'il faut un moule. Et ce moule-là doit découler donc d'une vision claire et cohérente donc, de la sécurité
Et de cette vision claire et cohérente de la sécurité pourra donc découler une politique de formation. Et c'est à ce prix que nous pourrons avoir exactement, comme l'a dit la dame qui m'a précédé là, nous pourrons avoir donc, nous pourrons répondre donc à nos besoins de formation et pouvoir atteindre nos objectifs d'une manière plus efficace. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour les réflexions, je pense, très riches que vous avez partagées avec nous. La diversité de vos profils, de vos expériences assurait qu'on allait aborder cette question de leadership, de l'engagement et de la compétence au travers de justement de vos perspectives particulières et différentes. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de résumer ces échanges, il faut en garder l'essence, et je pense que les mots-clés sur lesquels vous avez terminé restituent cette essence et restituent également le parcours de vie du général Lamine Cissé, qui aura eu une vie au service de la nation sénégalaise, une vie au service de la région, du continent et du monde. Et je crois que c'est ce qu'on appelle sans doute une vie utile. Et je crois que c'est ce à quoi nous aspirons toutes et tous. Merci à vous ici à Dakar. Merci de nous avoir accueillis. Merci à Partners West Africa pour ce colloque. Et à nouveau, au nom de Wati, le président que j'anime également, je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir associés à ce colloque. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.